Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence sur l'histoire du diabète. Et puis, tu verras que dans cette vidéo, on va parler ensemble d'une guerre sans merci qui a eu lieu entre deux laboratoires voisins. Si jamais ce format de vidéo te plaît, sous format conférence, n'hésite pas à me l'indiquer dans les commentaires, et puis j'aurai le plaisir de te présenter d'autres laboratoires, avec d'autres anecdotes historiques croustillantes, et puis d'autres pathologies que je pourrais t'expliquer. En tout cas, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est parler des laboratoires Novo Nordisk. Tu vas voir que ce sont les laboratoires qui, historiquement, sont leaders dans le diabète, et tu vas comprendre pourquoi. Alors, l'histoire de Novo Nordisk, elle est assez intéressante parce qu'elle a duré au moins 3/4 de siècle. Donc c'est vraiment une course à l'innovation que tu vas voir qui va avoir lieu entre deux laboratoires qui au début étaient censés être plutôt voisins, en tout cas issus d'une même branche, mais qui très vite vont se battre sur différents fronts, sur différentes batailles, avec différents enjeux, tu vas le voir. Alors déjà, avant de commencer vraiment l'historique, une petite slide très rapide. J'ai pas la prétention de te noyer dans des détails, ce que je veux simplement c'est t'expliquer ce qu'est le diabète en quelques mots, pour que tu puisses suivre la conférence, la comprendre, et ça, quel que soit ton niveau, ton profil de base. Alors, le diabète en fait c'est une maladie métabolique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui va toucher tes ressources en énergie. Les ressources du corps humain en énergie, quelles sont-elles? C'est les sucres, les graisses et puis les protéines. Alors, quand on parle de maladies métaboliques, en fait, c'est toujours des maladies chroniques, des maladies qui ne sont pas forcément douloureuses et qui ne sont pas localisées dans un organe en particulier. C'est pas comme dans d'autres maladies où tu sens quelque chose, tu sens de la douleur et qu'il faut traiter localement. Là, non, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment traiter toute la machinerie. Le corps, c'est vraiment toute une cascade avec beaucoup de mécanismes différents, avec différentes réponses qui influent les unes sur les autres. Et finalement, le problème d'une maladie métabolique, c'est que tu vas mettre un caillou dans l'engrenage, et ce qui va se passer, c'est que finalement, les roues d'après vont se retrouver en difficulté. En tout cas, c'est ce qui va se passer pour les différents organes qui vont être affectés. Donc, dans les maladies métaboliques, tu retrouves donc bien évidemment le diabète, c'est un problème qui va avoir lieu au niveau des sucres, tu le sais. Tu verras aussi par exemple le cholestérol qui touchera tout ce qui est les graisses. Et puis concernant les protéines, tu auras certains troubles hormonaux qui peuvent exister. Par exemple, si on parle de l'insuffisance de certaines glandes. Donc voilà pour ça. Maintenant, le diabète en lui-même, comment ça fonctionne, quelles sont les causes? Alors, pour t'expliquer simplement, ce que j'ai choisi de faire, c'est de te montrer une partie qui va nous intéresser du système digestif. Imagine-toi une personne qui est face à toi, qui te regarde, et à qui tu vas simplement ouvrir le ventre et regarder au-dessus du nombril ce qu'il se passe. Admettons, cette personne va manger un morceau de gâteau au chocolat. Tu imagines que le morceau de gâteau, qui est quand même bien sucré, va descendre dans l'œsophage, qui n'est pas représenté ici, mais que tu te représentes simplement, qui va traverser le diaphragme et se retrouver dans l'estomac. Alors, l'estomac, ici, tu vois qu'il est volontairement coupé. Normalement, il fait tout ça. Voilà, c'est vraiment une poche qui va rendre prisonnier la nourriture pendant un certain laps de temps pour la digestion, pour absorber certains nutriments. Après, comme tu le sais certainement, la nourriture va partir dans le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Ensuite, tu ne le vois pas affiché, mais tu connais la suite, le gros intestin, et puis finalement le rectum, et évacuation du gâteau. Alors, pourquoi je te montre tout ça finalement? Parce que on va s'intéresser aussi à d'autres organes qui sont reliés à cette voie principale digestive
et qui sont capitales. Tu retrouves par exemple ici le foie, qui est un peu coupé, mais qui détoxifie beaucoup de médicaments, et tu vas retrouver à côté la vésicule biliaire. Ça, c'est la vésicule qui va sécréter des sucs, finalement pour aider à la digestion des aliments. Ensuite, l'organe le plus important ici, et que tu dois absolument retenir, c'est le pancréas. Tu vois que tu comprends maintenant pourquoi on avait coupé l'estomac, c'est parce que l'estomac cache le pancréas. Et donc le pancréas en lui-même, mais c'est une espèce de feuille, hein, tu le vois au niveau de la forme, qui est reliée au duodénum. Et dans cet organe, tu vas avoir ce qu'on appelle les îlots de Langerhans. Les îlots de Langerhans, tu as ce qu'on appelle les cellules alpha et les cellules bêta. Ce sont des cellules qui vont produire de l'insuline et du glucagon. Alors le rôle de l'insuline, finalement, c'est capital. C'est ce que tu vas devoir comprendre pour suivre toute cette conférence. Mais l'enjeu de l'insuline, c'est une hormone qui va permettre de faire baisser le taux de sucre dans le sang et finalement faire rentrer le sucre dans les organes qui en ont besoin. Ton cerveau a besoin de sucre, mais il y a aussi beaucoup d'autres organes qui ont besoin de sucre pour justement activer leur machinerie, pouvoir fonctionner. Maintenant, si pour X raison tu n'as plus d'insuline, évidemment tu t'en doutes, tu as une accumulation de sucre dans le sang, et ce qu'il se passe, c'est que tu vas avoir de nombreux dégâts sur différents organes. C'est pour ça que finalement, au début, quand le diabète s'est fait connaître il y a, on va dire, grosso modo, oui c'est ça, un bon siècle, eh bien, quand tu savais que tu étais diagnostiqué d'un diabète, c'était un peu une annonce de décès finalement, parce que tu savais que tu n'allais pas survivre. Tu le vois ici, les enfants qui manquaient d'insuline, on voit clairement sur ces photos que les organes qui n'ont plus leur source d'énergie ne fonctionnent plus aussi bien, et ça amène à quoi ? Ça amène aussi à des infections répétées, des gangrènes, là où il faut couper. Donc, concrètement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tu vas avoir deux types de diabète. Deux types de diabète qui, justement, vont affecter cette production d'insuline et qui vont vraiment poser problème. Le diabète de type 1, c'est typiquement celui du jeune enfant, comme ici, celui qui est un peu moins connu, mais qui est le plus agressif. Parce que, tout simplement, le système immunitaire va se retourner contre le pancréas, et puis finalement, les cellules alpha, les cellules bêta, toutes ces cellules qui produisent l'insuline sont affectées, et justement, le problème c'est que tu n'as plus cette insuline. Donc il faut apporter de l'insuline au patient. À côté de ça, tu as le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est celui le plus connu, celui souvent des sujets obèses, justement qui ont bien de l'insuline, mais qui ont beaucoup trop de sucre à prendre en charge dans le sang. Et ça donne quoi finalement ? C'est que il faut aussi apporter de l'insuline pour aider, mais aussi d'autres maladies, d'autres classes médicamenteuses différentes pour aider justement à stocker ce sucre bien dans les cellules. Alors, voilà pour ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. J'espère que tu as pu comprendre au moins l'enjeu de pouvoir produire de l'insuline et administrer surtout de l'insuline si on n'arrive pas à en avoir. Et on y va maintenant. Alors, l'histoire de Novo Nordisk, ça commence au Danemark. Je t'emmène à la belle époque, tu vois qu'on est en 1910. C'est une époque où c'est déjà un plein boom au niveau de l'industrie. Pour te donner un ordre d'idée, le Titanic coulera 2 ans plus tard. Pourquoi je te parle de ça ? Parce que finalement, ça incarne bien un peu l'esprit de cette époque. C'est que on continue le progrès au niveau des industries, on veut du toujours plus grand, du toujours plus beau, du toujours plus résistant, et puis surtout, on cherche à échanger entre le vieux continent et tous ces chercheurs, et puis justement échanger des informations sur les récentes nouveautés avec les jeunes universités américaines
que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Alors, tu te doutes que c'est aussi une époque où justement on a envie de faire un bond en avant au niveau de la mondialisation. Petit à petit, on se dirigera vers les années folles, les années 1920, où on va vraiment produire en masse avec vraiment une amélioration des processus de rentabilité, les premières voitures à la chaîne. Donc voilà, tu as un peu un ordre d'idée de cette fameuse époque. Alors, tu comprendras après pourquoi je te parle de ça, mais ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que on est dans le laboratoire du professeur Auguste Krogh. Alors, ce monsieur, c'est un zoophysiologiste, c'est-à-dire que c'est un chercheur qui étudie les animaux et qui cherche à comprendre les mécanismes humains. Alors, ça lui vaudra quelques années plus tard un prix Nobel, mais en attendant, en 1910, il reçoit dans son atelier la visite régulière de l'ingénieur Harald Pedersen. Alors lui, c'est un brillant ingénieur qui est très connu pour sa minutie, et il travaille, en tout cas au début, à plein temps dans l'usine voisine d'électricité. Ce qui va se passer, c'est qu'en 1917, il va perdre un œil, et puis finalement, il va passer à temps plein dans le laboratoire de Krogh, va devenir le chef de labo, chef d'atelier, et va l'aider beaucoup dans ses projets. Alors, on passe au chapitre 2, qui est, quelques années plus tard, la fameuse découverte de l'insuline. On est en 1921, très loin de là, hein, tu vois qu'on est à l'autre bout de l'océan Atlantique, au Canada, à l'université de Toronto, et on retrouve deux chercheurs. Ces chercheurs, ils ont réussi, pour la première fois, à extraire de l'insuline d'un animal pour le transférer dans un autre animal. Donc c'est comme ça qu'ils vont réussir à soigner un chien diabétique, et finalement c'est vraiment, pour l'époque, incroyable, parce que finalement on a réussi à trouver un processus pour réussir à extraire la bonne hormone et la retransférer dans un autre corps. Voilà pour ça, pour l'année 1921, et donc tu t'en doutes, forcément, les deux morceaux vont se rejoindre. On retrouve l'année suivante le couple des Krogh qui entame une tournée aux États-Unis. Donc tu retrouves le professeur qui fait un peu sa tournée pour donner ses conférences. Forcément, l'information met plus de temps à l'époque pour se diffuser, et donc il doit un peu faire sa tournée des universités. Et avec lui, il emmène sa femme, Marie, qui n'est autre que la 4e médecin danoise femme de l'histoire. Donc, tu sais que Marie, est assez alerte sur tout ce qui concerne les maladies, et cela d'autant plus que Marie est atteinte elle-même de diabète. Donc, quand elle va apprendre finalement la découverte de l'extraction de l'insuline au Canada, elle va convaincre son mari d'aller faire un petit crochet par le Canada. C'est ainsi que le couple va se retrouver à l'université de Toronto, prendre rendez-vous avec le directeur pour obtenir l'autorisation d'apporter l'idée au Danemark, et puis finalement, ça va être assez bien accepté au vu de la célébrité de Monsieur Krogh. Avant de partir, elle va s'empresser d'écrire à son collègue Hans Christian Hagedorn, qui n'est autre que le deuxième chercheur avec qui elle a créé un processus pour mesurer la glycémie. Aujourd'hui, la glycémie, mesurer le taux de diabète le taux de sucre dans le sang, ça peut te paraître tout à fait simple, mais à l'époque, voilà, il fallait trouver le processus. Donc voilà pour ça. Et finalement, l'année suivante, on revient au Danemark avec l'idée, avec la motivation pour traiter les premiers patients. Alors, ça va pas marcher tout de suite super bien, hein. Tu te doutes que c'est une insuline qui est assez sommaire, assez peu travaillée, ce qui fait que on va quand même avoir quelques succès, mais c'est encore bien à développer. Donc on retrouve ce fameux Hans Christian Hagedorn qui va demander l'autorisation, en tout cas un financement à quelqu'un de bien placé pour justement pouvoir produire industriellement cette insuline. Il va s'adresser à Auguste Kongstad,
qui n'est autre que le président du laboratoire Léo. Alors, ces laboratoires-là, ce sont un laboratoire qui sont assez puissants déjà à l'époque, et ce monsieur va accepter de donner un financement à condition que la première insuline qui sort s'appelle l'insuline Léo. Donc, chose dite, chose faite, la production est lancée. On en arrive à l'année suivante, en 1924, où finalement, le laboratoire qui vient tout juste d'être créé s'appellera Nordisk. On retrouve dans ce laboratoire finalement le couple Krog, leur bras droit Christian Hagedorn, et puis dans cette équipe de dirigeants forcément, qui doit être agrandie parce que justement c'est appelé à croître énormément, on retrouve Harald Peterson, l'ingénieur, et puis son petit frère qui vient le rejoindre, Thorvald Peterson. Thorvald, c'est un pharmacien, c'est celui qui sera responsable des processus chimiques, c'est lui qui va devoir comprendre comment agit finalement l'insuline dans le corps, être responsable aussi de la production, et très vite finalement ce qui va se passer, c'est que on va avoir un choc des générations, un choc entre l'ancienne école et la nouvelle école. L'ancienne école, c'est finalement incarné par les dirigeants historiques du laboratoire de Nordisk. Ce sont des gens qui privilégient avant tout la construction d'hôpital, l'injection massive des bénéfices dans la recherche, et puis surtout se tourner prioritairement vers le Danemark. A contrario, tu as deux jeunes frères qui vraiment ont la success story traditionnelle des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans une famille plutôt pauvre, et puis qui se sont élevés incroyablement en misant sur la mondialisation. Ils avaient bien compris à l'époque que l'enjeu c'était de lancer une production à échelle mondiale, et ça marchera parce que ils vont commencer avec le marché scandinave, s'agrandir avec l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, et c'est ça qui va faire aussi que finalement leur entreprise deviendra plus importante que Nordisk. Maintenant, comment ça va se passer la séparation? En fait, Hagedorn, qui a vraiment un gros caractère, mais qui est aussi très respecté pour son charisme, va virer littéralement Thorvald, et finalement c'est Harald qui va venir se plaindre à Monsieur Krog, et lui expliquer que par solidarité pour son petit frère, il décide de le suivre, et de, ensemble, former leur propre laboratoire. Ce à quoi Auguste Krog va répondre, mais qu'est-ce que vous allez faire? Ils vont répondre, on va produire de l'insuline, notre propre insuline, et Auguste Krog va répondre, vous n'y arriverez jamais. Alors les deux frères vont partir en disant on parie, et finalement tu te doutes que ça va marcher. C'est ainsi que va naître le fameux deuxième laboratoire, le laboratoire Novo. Alors, si on récapitule, finalement, tu as en 1923, déjà un an avant, la fameuse insuline de Léo qui est lancée par Nordisk, et puis chez Novo, finalement, toute la famille Peterson s'installe ensemble, la sœur va trouver un héritage et acheter cette fameuse maison dans laquelle les deux frères vont produire leur première insuline dans la cave. On en arrive à l'année suivante où les deux insulines sont lancées des deux côtés et on cherche à s'agrandir. Alors, chez Novo, tu as cette fameuse lettre qui, en gros, est un peu l'acte de naissance de l'entreprise. C'est un peu la lettre où on propose aux pharmaciens de vendre leur solution. Tu as à côté de ça, je t'ai mis leur ancien logo, que tu retrouves un peu maintenant, toujours d'actualité, mais qui a été un peu modernisé au niveau du design. Ce taureau, en fait, c'est le taureau Apis. C'est le taureau, c'est le dieu, en fait, de la dualité dans l'Égypte antique. La dualité, tu vois qu'il y a une lune au-dessus de ses cornes, et puis aussi peut-être la dualité parce que ce sont les deux frères qui se sont un peu échappés du contrôle de la vieille école et qui ont fait leur propre business. Maintenant, à côté de ça, chez Nordisk, on continue à employer, avec ici tu le vois, des femmes payées pour mettre les étiquettes sur les flacons. Alors, toujours dans les années folles, la compétition continue, et on est avant la Seconde Guerre mondiale,
tu vois que les deux stratégies d'entreprise sont assez différentes. Chez Novo, tu vas voir qu'on va vraiment insister pour créer de nouvelles machines pour être beaucoup plus efficaces, pour aller beaucoup plus vite. Là, c'est une des machines que Harald a créées, et ça consiste concrètement, ça marche à l'huile de coude, hein, manuellement tu vas tourner la manivelle et ça va permettre de broyer des glandes pour mieux en extraire les hormones. À côté de ça, chez Nordisk, on commence à construire la première usine. Et tu vois qu'on est loin des hangars, hein, c'est quand même une usine qui est assez chic. Maintenant, en 1932, on est dans les années 30 et la compétition s'intensifie. Chez Nordisk, on va encore marquer des points parce que on va construire le Steno Memorial Hospital. Ça va être un hôpital qui est très très moderne pour l'époque. En face, finalement, sur les terrains voisins, on va voir pousser comme des champignons les premières usines de Novo. Alors, on arrive finalement à la période juste avant-guerre et on va devoir répondre à plusieurs problématiques. À cette époque-ci, quand on regarde simplement pour Novo, il faut se dire qu'ils ont déjà commercialisé leur insuline dans 40 pays et justement, ils cherchent encore à s'agrandir. Tu retrouves ici différentes publicités, hein, celle-ci date de 1935, pareil, toujours dans les années 30, et puis finalement, toujours ces machines que Harald a développées et qui aident beaucoup à l'expansion. Maintenant, le problème, c'est que on va avoir trois problématiques qui vont se poser pour l'insuline et que je vais t'expliquer par la suite de la conférence. Numéro 1, comment la rendre plus stable. Numéro 2, la rendre plus tolérable. Ça, on verra avec les années 60. Et puis, la produire en quantité illimitée. On verra avec un peu les processus d'industrie au niveau du génie génétique. Alors, faut savoir qu'au début, on veut simplement la rendre plus stable. Parce que au début, ce qu'on fait, c'est qu'on administre l'insuline avec un espèce de liquide neutralisant. Et ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment simplement avoir une solution avec juste de l'insuline à secouer. Donc, les deux frères vont penser au début à ajouter de l'adrénaline. Alors, effectivement, ça va allonger la durée d'action et la stabilité. Le problème, c'est que tu vas avoir tous les effets secondaires de l'adrénaline à côté qui vont être néfastes pour le patient. Tu sais que ça va provoquer tout ce qui est tachycardie, donc le cœur qui va beaucoup plus vite, et d'autres effets un peu embêtants. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va arriver dans les années 37-38, et chez Novo, on va justement faire le recrutement d'un brillant chercheur qui s'appelle Möller. Alors, Möller, il faut savoir qu'il va tellement gravir les échelons qu'il en arrivera finalement à restructurer profondément la société et à en devenir futur PDG. Maintenant, ce qu'on va faire aussi avec Novo, c'est aussi avoir son propre hôpital flambant neuf. Ça sera l'hôpital de Widor. Et puis, avec des consultations, tout le nécessaire pour que les patients se sentent bien. On en arrive après la guerre, tu te doutes qu'il y a eu l'industrie qui était légèrement freinée pendant cette seconde guerre, mais cette course reprend Dardar Motus juste après, dans les années 40 finalement, avec déjà Nordisk qui a réussi à résoudre le problème de stabilité en créant l'insuline NPH, donc Neutral Protamine Hagedorm. C'est vraiment une insuline qui est stable. Et comment on a fait pour la rendre plus stable? En fait, on a ajouté une protéine qui s'appelle la protamine finalement et qui est issue du saumon. Et le fait d'ajouter cette protéine, ça va faire cristalliser l'insuline et augmenter son délai d'action. Donc on a une insuline qui tient beaucoup plus dans le temps. Donc une bataille remportée par Nordisk. Et finalement, pour se rattraper, Novo va se diversifier. Donc ici, comme je te l'ai mis, dans tout ce qui est les détergents avec de l'alcalase ou des sacs d'amylase. Alors tout ça, ce sont aussi des hormones qui sont des enzymes qui sont produites par les organes digestifs annexes. Et ce sont en fait, ils ont beaucoup de fonctionnalités parce que
Imagine, admettons la lipase. C'est une enzyme qui a pour rôle, finalement, dans le corps humain, de couper les graisses. On s'est dit, finalement, et si on la mettait dans un produit pour se débarrasser des graisses, des taches de graisse dans la cuisine. Donc c'est comme ça que, finalement, on va se servir de différentes enzymes pour en faire des produits ménagers dans la vie de tous les jours, pour enlever les taches de sang, pour enlever les taches de graisse, etc. etc. Voilà pour ça. Tu verras que du coup Novo Nordisk, au moment de la fusion, aura 3 branches, dont une qui sera toujours spécialisée dans les enzymes. Mais en attendant, on est dans les années 50, et puis on a finalement réussi à trouver une insuline qui était stable, une insuline qui était lente. Voilà, donc il s'agit de celle-ci, et elle a été trouvée par ces 3 inventeurs, dont le fameux Möller. Il faut se dire que c'est vraiment une révolution, parce que, pour la première fois de l'histoire, les médecins arrivent à jouer sur les posologies. On a des traitements qui sont beaucoup plus personnalisables, et on est beaucoup plus flexible au niveau du traitement, on peut allonger les traitements, et c'est assez pratique. Quand on voit que même le marché australien, finalement, commence à cette époque à en bénéficier, effectivement, c'est 1/3 de la consommation mondiale d'insuline pour cette fameuse insuline Novo ultra lente. Donc voilà pour ça. On arrive finalement dans les années 74. Entre-temps, il y a eu les années 60, où finalement, dans les années 60, on commence à prendre conscience de l'importance des règles hygiéno-diététiques. On va commencer à mettre les gens au sport, à leur dire que voilà, il faut que ils eux-mêmes appliquent des conseils chez eux pour justement soulager leur pathologie, avoir des objectifs ciblés avec des normes à ne pas dépasser. Et finalement, en 74, ce qui se passe, c'est que Novo va connaître tellement un succès qu'il va faire son entrée en bourse. Donc ici, tu as celle de Copenhague. Plus tard, il me semble que c'est en 81 qu'elle le fera à New York. Et puis, Novo, c'est aussi vraiment un grand progrès au niveau social, au niveau du traitement de ses employés. Il faut bien te dire que ce sont eux qui ont créé le premier jardin d'enfants qui dépendait d'une entreprise. Ils ont toujours, étant donné que les 2 frères étaient eux-mêmes d'origine assez populaire, ils ont toujours considéré que le bien-être des employés était l'une des premières valeurs de l'entreprise. Ce qui fait que, finalement, quand le grand frère Harvald parlait et posait des questions, il disait toujours « Tant que vous allez bien, c'est que Novo va bien ». C'est pour ça que finalement, ce sont eux qui ont créé les premiers gymnases dans les entreprises, les cantines, des augmentations de salaire, des augmentations pour tous les employés qui ont des handicaps, etc. Donc tu vois que sur ce point-là, ils ont été assez progressistes, avec annuellement un pique-nique des employés qui était organisé. À côté de ça, tu as Nordisk qui aussi ne lâche pas du terrain et sort lui-même sa propre insuline hautement purifiée. Donc on continue dans les années 80 et finalement le plus dur a déjà été fait finalement. On a une insuline qui est stable, qui est tolérable, parce que finalement, il faut bien se dire que dans les années 60, on avait ce problème que les patients, des fois, à cause de toutes ces impuretés qu'il y a dans l'insuline, développaient des anticorps et finalement devenaient allergiques à l'insuline. Donc une fois qu'on a réglé ce fameux problème de tolérance, c'est comme ça qu'on a décidé de se développer dans tout ce qui est les objets annexes, mais toujours en diabétologie. C'est comme ça que finalement en 1983 va sortir la première pompe à insuline chez Nordisk, tandis que chez Novo, ce chercheur va suggérer une méthode pour recréer l'insuline humaine. C'est vraiment un cap, parce que finalement on ne veut plus
on ne veut plus dépendre du modèle animal. On veut de plus en plus créer, produire à échelle internationale. On veut gagner du temps. Et ce qu'on cherche à faire déjà, c'est avoir une insuline qui est exactement comme la nôtre dans notre pancréas. Ne plus avoir à prélever au début comme c'était le cas chez le bœuf, ça a été ensuite le cas chez le porc, mais ce chercheur va finalement trouver une méthode, alors c'est une mutation à effectuer, mais il va réussir à créer vraiment l'insuline humaine. Donc voilà pour ces années 80, on continue avec le fameux laboratoire Novo qui, pour faire face à la fameuse pompe Nordisk, va sortir son premier stylo, hein, les stylos que tu connais encore aujourd'hui et qui permettent de concrètement t'injecter l'insuline. Eh bien tu vois, les premiers datent des années 80. Maintenant, chez Nordisk, on va aussi fabriquer sa propre insuline humaine. Donc tu vois bien que finalement, les années 80, ça devient un peu une guerre un peu ridicule, quoi. C'est toujours l'un ou l'autre qui se talonne, et c'est pour ça que finalement, c'est comme ça qu'on va un peu envisager la fusion en 1989 pour devenir plus forts ensemble. Alors, avant cette fameuse fusion, encore des innovations, bien sûr Nordisk qui va sortir son propre stylo, et puis surtout, chez Novo, encore une grande découverte, c'est que, comme je te l'ai dit, on n'a plus envie de dépendre du modèle animal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les levures pour produire l'insuline. Et comme on va y arriver, eh bien c'est symbolique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est capable de artificiellement créer comme ça de l'insuline. Donc ça veut dire une production illimitée à l'échelle internationale. On arrive finalement en 1989, comme je te l'ai dit, cette fameuse fusion. Alors, je t'ai mis vraiment des personnages importants que tu vas retrouver et qui ont vraiment considérablement apporté au laboratoire, au niveau des valeurs, au niveau de la politique d'entreprise. Tu retrouves Moller, qui a évidemment vieilli depuis, et qui a, comme je te le disais, fini président jusqu'en 81. Juste avant la fusion, il va laisser sa place à Mads Ovlisen. Pardon, excuse-moi, c'est du danois. Donc, c'est à la base, lui, non pas un chercheur, mais un avocat, qui va être amené à défendre les intérêts de Novo pour certaines affaires contre Nordisk, et finalement qui va être le président de Novo lors de la fusion. C'est comme ça qu'il va se retrouver face à Henri Brennum de Nordisk, qui finalement, lui, mourra un an après la fusion, et laissera les pleins pouvoirs à ce fameux Mads Ovlisen. Alors maintenant, aujourd'hui, évidemment, tu te doutes que ce monsieur a laissé sa place, et c'est le fameux Lars Frugaard Jorgensen qui est l'actuel patron de Novo Nordisk et qui est reconnu par tous les patrons mondiaux, en tout cas pour ses qualités humaines, comme le meilleur chef d'entreprise. Donc voilà, c'est comme ça que, autant dans les années 80, les médecins commençaient à constater vraiment les complications à long terme du diabète, hein, comme la cécité, l'insuffisance rénale, autant dans les années 90, les prochains challenges que va devoir relever Novo Nordisk, ça va être de justement s'adapter aux besoins des différents types de patients, mieux comprendre leur quotidien pour aussi faciliter leur prise en charge. En tout cas, cette fusion, que peut-on dire de plus dessus, c'est que le fait d'unir leurs forces, ça a considérablement solidarisé Novo Nordisk. Autant avant la fusion, on avait Novo qui était deuxième au niveau leader mondial en insulinothérapie, Nordisk qui était troisième, et bien là, naturellement, il repasse premier, avec aussi, rappelons-le, des spécialités dans d'autres pathologies. Nordisk, alors je ne t'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais a énormément contribué dans tout ce qui était le traitement dans les hormones de croissance. Novo, comme je te l'avais dit, qui était spécialisé également dans tout ce qui était les enzymes.
Donc c'est comme ça que naturellement ils vont réussir à exporter 90% de leur production d'insuline, et finalement, en créant leur propre fondation, vont parvenir à rester 100% danois. C'est pour ça que, d'ailleurs, le président actuel à son poste depuis 2017 est encore danois. Alors, finalement, les années 90, eh bien, c'est toute une série d'innovations. Alors, je pense que je vais t'en faire simplement le tour pour que tu puisses vraiment prendre conscience des avancées. Mais rappelons que peut-être Novo Nordisk, c'est la première insuline par voie orale. On n'est plus obligé de se piquer pour prendre de l'insuline. On a aussi Novo Rapid qui est, lui, va plutôt agir dans tout ce qui est la réponse glycémique. On peut vraiment s'adapter, mimer le plus facilement possible le corps humain. C'est-à-dire que tu sais que la glycémie dans ton corps humain n'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose qui va évoluer énormément avec les repas, etc. Et bien là, on veut vraiment recréer artificiellement ce bon état de santé. Inolet, tu le vois ici, c'est davantage adapté pour tout ce qui est personnes à mobilité, personnes malvoyantes, personnes avec une dextérité réduite. FlexPen, qui est assez intéressant pour tout ce qui est patient qui souhaite rester discret, c'est une injection avec un stylo, avec une cartouche d'insuline pré-remplie, et puis simplement une piqûre qui sera discrète. Novomix qui pareil va avoir 2 profils de libération. Levemir qui lui sera davantage dans une insuline lente durée d'action. Et c'est l'enjeu aussi des nouvelles années, c'est de créer des insulines avec des durées d'action constamment toujours plus lentes, ou bien des durées d'action encore plus rapides. Voilà pour ça. Victoza, alors très particulier, c'est ce qu'on appelle un analogue du GLP-1. Donc c'est en fait encore une autre famille thérapeutique utilisée dans le diabète. Mais voilà, c'est pour te dire aussi à quel point que Novo Nordisk se diversifie également et ne reste pas focalisé que sur une classe thérapeutique, que sur l'insuline. Novopen Eco, enfin, alors je ne t'ai pas mis le stylo, mais c'est vraiment un stylo qui est fait pour les enfants avec une mémoire au niveau des doses, au niveau des doses, oui, donc pour ne pas oublier sa fameuse dose d'insuline à prendre. Enfin, je t'ai parlé que Novo Nordisk était vraiment pionnière dans tout ce qui était bien-être au travail, avec une excellente cantine, des usines modernes, suréquipées, des compensations pour les personnes qui avaient un entourage avec une personne à charge. Donc, évidemment, c'est aussi, Novo Nordisk, des engagements auprès des ONG. Tu vois, en 1994, qu'elle est l'une des premières entreprises à publier un rapport sur l'environnement. En 1999, elle fera de même pour tout ce qui est bien-être en entreprise. Ensuite, en 2001, tu vois qu'elle fonde la Fondation mondiale du diabète. Donc, elle va vraiment chercher à aider les pays en voie de développement dans la lutte contre ce fléau qui gagne de plus en plus de pays. La Fondation pour l'hémophilie, très important aussi, donc il faut savoir que finalement l'hémophilie est aussi un des combats que mène Novo Nordisk depuis un certain nombre d'années. C'est un sujet tout aussi intéressant que l'on pourra aborder dans d'autres vidéos si tu le souhaites. Et puis, en 2006, c'est un accord avec la WWF. Novo Nordisk, concrètement, est la 10e entreprise à rejoindre l'initiative, à promettre d'émettre 10% de moins dans le niveau de ses émissions de CO2. Maintenant, c'est aussi en 2011 le centre d'apprentissage Novo Nordisk pour accueillir toujours plus de public, avoir un aspect pédagogique. Et ce public, finalement, va bien lui rendre parce que quand on regarde le score de confiance, Novo Nordisk a obtenu, en tout cas c'est le laboratoire qui a obtenu
le score de confiance le plus élevé l'année dernière. Voilà pour à peu près les grandes dates. Après, j'aurais pu t'en rajouter d'autres. Par exemple, en 2007, ça a été l'implantation de Novo Nordisk au Brésil, avec son usine de Montes Claros, qui est vraiment la plus grande de ces usines. En 2008, l'année suivante, c'était par exemple l'inauguration de son usine en Chine, et donc aussi l'intensification de ses activités sur le continent asiatique. Alors, vraiment pour terminer, je souhaitais aussi te parler de Novo Nordisk en France. Qu'est-ce qu'il en est de l'emploi sur nos territoires? Alors, je t'ai mis simplement quelques chiffres à titre indicatif, et puis ce qui m'a surtout très intéressé aussi, c'est en général tout ce qui est les avis des employés qui y travaillent, les notes, et les raisons qui les poussent, leur poussent à finalement continuer leurs activités chez Novo Nordisk. Dans la synthèse, il en est revenu que finalement les employés aimaient Novo Nordisk pour déjà sa bonne communication entre les sites, un investissement massif depuis, tu vois, comme tu peux le voir, depuis de nombreuses années, et puis c'est aussi de la high-tech sur les sites, des gymnases, une éthique très scandinave finalement, où au niveau du recrutement, on ne fait pas vraiment attention au niveau de l'âge ou de l'origine du postulant. Et puis finalement aussi, c'est tout ce qui est vraiment le projet en lui-même, avec des projets qui sont jugés très intéressants, avec de bons produits, une solide expérience, et qui fait toute la renommée aujourd'hui encore de Novo Nordisk. Voilà, j'espère que cette vision de l'histoire, de l'industrie pharmaceutique, de l'entreprise aussi française t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. Et quant à moi, je te retrouve prochainement dans une conférence avec la présentation d'un nouveau laboratoire, d'une nouvelle pathologie, et puis tu peux m'indiquer dans les commentaires aussi ton avis, ce que tu en penses, des conseils aussi pour m'améliorer, et puis je te dis à très bientôt. Allez, prends soin de toi, salut.